signal direct. Il y a du monde, hein? Ouais, il y a beaucoup de monde. Tu te mets un peu au large de l'autre bouée jaune là, c'est dans 15 mètres à peu près. Ouais, tu prends large et puis tu tournes à droite derrière la bouée. Là. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Guillaume et moi, on vous emmène pêcher le brochet en lac pour vous faire découvrir, vous perfectionner dans cette technique. Donc on se trouve sur le lac d'Annecy, un lac assez grand, assez clair. Mais ce qu'on va vous montrer est applicable sur tous les lacs où il y a des brochets. On va essayer d'appliquer à peu près toutes les techniques, que ce soit du crank au spinnerbait en passant par le shad, avec les différents montages, tout ce qui est animation et aussi tout ce qui est recherche de spots, comment arriver à bien lire l'éco-sondeur, arriver à bien se repérer et à situer facilement les poissons. Après, on va essayer de déclencher quelques attaques pour arriver à concrétiser ça par quelques prises. Alors là, on a un matériel très perfectionné, issu de la compétition, puisqu'on est en recherche de performance. Il faut savoir qu'on peut tout à fait faire ça avec un équipement de base, une barque en plastique, un moteur électrique, c'est mieux, et une canne, quelques leurres, et c'est parti. Aujourd'hui, Sylvain, on utilise des ensembles casting là, pour pêcher. C'est vrai que c'est des ensembles qu'on a plutôt tendance à voir utiliser soit en rivière, soit en lac pour des pêches un peu plus dynamiques, sur le bass, sur le brochet. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu utilises cet ensemble-là aussi sur des grands lacs comme ça? Alors c'est vrai qu'en pêche linéaire, on voit beaucoup de gens utiliser du spinning. Maintenant, pour moi, le casting a beaucoup d'avantages, notamment au niveau du contrôle de ligne. Lorsqu'il y a des déclivités importantes, on soutient très bien le leurre, on est toujours dans une bonne position pour ferrer. Donc on utilise des cannes un petit peu plus longues que pour les pêches que tu décris, là, les pêches au crankbait, au spinner, etc. J'aime bien utiliser des cannes d'1 mètre 90, 2 mètres. Donc ça va qui permettent de bien soutenir le leurre. Faire 6 pieds 8 à peu près au niveau de... oui, c'est ça, 6 pieds 6, 6 pieds 9. Ça permet aussi de gagner en distance de lancer. Voilà. Alors le casting, c'est assez simple d'utilisation. Hein. Il y a un frein mécanique dans le sens latéral et il y a un frein magnétique qui permet d'ajuster le freinage au niveau du lancer. Voilà. Donc le réglage se fait tout simplement en fonction tout d'abord du poids du leurre, où là on règle le frein mécanique, c'est-à-dire sur le côté, plus ou moins dur. Alors lorsqu'on débute, il faut avoir un frein plutôt dur, c'est-à-dire réglé plutôt fort. Dans ce cas-là, on débraye le moulinet et on serre le frein jusqu'à temps que le leurre tombe tout doucement. Là, il faut que je serre encore un petit peu. Voilà, mon leurre tombe doucement, mais lorsqu'il touche l'eau, j'ai pas de perruque. Voilà, et puis au fur et à mesure qu'on progresse, on desserre ce frein progressivement. Et là, on va gagner énormément en distance de lancer puisque la bobine sera plus libre. Ensuite, on affine le réglage avec le frein magnétique, un petit système d'aimant sur le côté de la bobine qui va la freiner lors du lancer. C'est-à-dire que par exemple, si on a un vent de face, on va avoir tendance à serrer un petit peu plus pour éviter des perruques intempestives. C'est assez simple au niveau du lancer. L'avantage, c'est que le débrayage se fait instantanément. On n'a pas besoin d'ouvrir le pick-up, de prendre le fil dans le doigt. On appuie juste sur la gâchette, on met le pouce sur le fil et on lance. Voilà, ça se déroule tout seul. On freine avant que ça touche l'eau, idéalement, pour éviter que la bobine continue de tourner. Et on commence l'action de pêche. Il y a encore des échos là, tiens, regarde. Petit, hein. Ouais, c'est du blanc de merde. Bon, s'ils sont là, oui, de la potentiellement. Les autres, ils sont aussi.
Celui-là, c'est un petit. C'est un petit poisson. Allez. Toute petite table, je sais pas, 7-8 mètres. Ouais, c'est pas possible, ils me font la gueule aujourd'hui, ils bouffent que du holobelly. Je sais pas. Ah, j'avais un peu d'herbe en plus. Peut-être pour ça qu'il a tapé court, je sais pas. Je vais lui remettre, c'est pas piqué. Ils bouffent que du holobelly. J'ai raté une touche là. Regarde, s'il n'y a pas du fourrage en dessous. C'est bon. Regarde ça. Le gros trait, il n'est pas dans la même bande que les autres. Hein. Ils font pas partie de la même bande. Il est copieux le gros trait. Ah, je crois, ouais. C'est quand même 15 mètres d'eau. Hein. Raté. Hyper court. Le dessus, ouais. Ça doit être dans une des boîtes du milieu à peu près. Que des touches hyper courtes. Ça fait 3 de suite que je rate. Ils viennent, ils se tournent dessus, ils tapent pas. Je sens juste un frottement dans le fil. Je suis sûr que c'est des touches à chaque fois. Bon, on va changer de zone, Guillaume, parce qu'on a un herbier là-bas qui est pas mal. Mais on va devoir ressortir, on est dans une zone interdite au thermique, donc on va ressortir l'électrique. Ça marche. On y va? C'est parti. Allez, go. Là, ça fait un haut fond qui s'avance vers nous, donc faut pas trop qu'on aille dessus. Ouais, c'est pour ça, faut que tu longes celle-là, la 21, là, tu longes entre les deux bois. Et on va s'arrêter à l'autre bois, juste en limite de navigation. Deux zones de nav. Droite. Vas-y, coupe, c'est bon. Donc là, l'herbier il fait ça là, tu vois, ça s'arrondit et en général il sort dans les bouées là. Mais en fait, tout l'arrondi c'est sympa, ça fait une déclivité qui plonge vers nous là.
faut qu'on fasse le tour comme ça, en prenant assez large, parce que là il y a un joli au fond. D'accord. Donc il faut que tu recules légèrement vers l'autre bateau. Et après qu'on parte comme ça. On y va Guillaume? Ok, pas de soucis. Tu nous emmènes sur le poste que tu as repéré hier? Ah, de l'autre côté en face. Ouais, allez. Tout short et puis en balle. Entre la rouge et la blanche, c'est là. Ça part? Non mais je vais me recaler parce que là ça fait un 2 mètres. Non mais tu vois. Yes, hop là, fiche. La bocasse, elle est dans le... Ça va aller. Oh, 70. 70. Tu veux une pince? Par contre, il a bien défoncé Guadé. Ah oui, ça. C'est même pas dans les ouïes, si tu veux, c'était le trip, tu le voyais plus, il était au Ah ouais? ah, Putain. C'est pas gros. Allez, va-t'en. Hein? L'autre fois j'ai vu un truc comme ça. Une espèce de présence derrière. Je ferme. Ça retombe au fond, je ressens la même chose. Je ferme dans le vide. Ça retombe au fond, je ressens pareil. Je ferme dans le vide. Je suis abruti ou quoi? J'ai raté un truc. Ça retombe au fond, ça fait la même chose. Je referme, je suis un crochet de 75 facile. Des fois les gros ils font des trucs de merde. On va se rapprocher un peu. ah, t'as 17 mètres quand même. Ouais. Pareil, je les attaque d'assez loin, surtout quand il y a un peu de soleil.
beaucoup. Enfin, tu... Une belle table? Ouais. Là, ça va devenir vraiment beau. Les 200 mètres à venir sont bien, et ça se fait encore mieux. Bon, t'as vu le temps là, ça change vite, hein? Ouais, ça change super vite à la montagne. Donc on se retrouve en plein vent, c'est des conditions difficiles, beaucoup de vagues. Enfin, bon, avec le moteur électrique, là ça va, on peut bien garder le cap, se mettre face au vent pour pas trop... C'est vrai qu'on arrive à bien remonter face à la vague et puis ça permet de pêcher beaucoup plus doucement que si on descendait en fait, quoi, et d'insister sur les postes. Parce qu'avec le temps qu'il fait, les poissons sont peut-être un peu moins actifs s'il faisait beau. Ah, c'est sûr que c'est pas des bonnes conditions, mais bon, on va faire avec. Le tout c'est de réussir à se maintenir en place face au vent. Et là on peut réussir à pêcher d'une manière correcte. Par contre, pour arriver à te garder un peu plus le fond, tu as augmenté un peu ton grammage, non? Ouais, bon, on bouge forcément un petit peu plus vite, il y a des vagues, il y a du vent dans la tresse, donc ça pousse tout ça. Donc j'ai augmenté un petit peu le grammage des leurres pour pouvoir garder un bon contrôle de la ligne malgré tout, malgré le vent. Et c'est obligatoire parce que sinon on perd le contrôle, la ligne devient flottante, on a une grande bannière, donc on peut même... il y a des touches qui peuvent passer inaperçues du fait qu'on ait ce ventre dans la bannière. Bon, sur le lac où on est, là, à Annecy, l'eau reste quand même assez claire, mais tu as beaucoup d'autres lacs en fait où quand il y a du vent comme ça, l'eau se teinte et se charge. Ouais, donc il faut adapter aussi la couleur des shad à ce niveau-là. Tout à fait, c'est Toi, souvent... tu es passé sur un shad. Moi j'ai mis un chartreuse, donc une couleur assez vive parce que le temps est très gris, etc. Il y a beaucoup de lacs où lorsque l'eau se teinte, effectivement, on passe sur des couleurs comme ça, du chartreux, du blanc, quelque chose que le poisson repère rapidement dans l'eau teintée. Mais c'est pas parce que l'eau est teintée qu'il n'y a pas de poisson, c'est souvent même des bons postes. Parce que ça brasse, ça soulève tout un tas de sédiments, de bestioles, etc. Ça ramène de la boue. Fourrage qui se mettent en action, et c'est vrai que généralement ça a tendance à déclencher la frénésie des prédateurs. Exactement, les brochets suivent et c'est souvent là qu'on les trouve. Bon, tu vois, c'est encore en train de changer. Il y a un gros clapot, ça souffle. Donc le gilet, je crois que là, c'est indispensable. Au niveau conditions de sécurité, il ne faut vraiment rien négliger, quoi. Et quel que soit le temps, porter son gilet, que ce soit des gilets gonflables comme ça, où c'est vrai que c'est plus sympathique à porter lorsqu'on pêche, on est moins gêné dans les mouvements, ou même la simple brassière de sécurité lorsqu'on conduit le bateau, c'est vraiment très très important.
saute. J'ai bien une pince, s'il te plaît, Guillaume. Non, peut-être pas besoin. Ok, donc tu as vu là, il était piqué juste sur le triple, ce qu'on appelle le triple voleur. Donc il vient se mettre à l'arrière du shad, qui est rajouté sur une petite empile en fluorocarbone assez grosse et qu'on pique derrière. Sur le cas là, la pêche est difficile, il tape assez court, notamment sur l'arrière du shad. Donc ça permet de les prendre juste avec l'arrière du leurre. Voilà, c'est un petit brochet qui doit faire 55 cm, quelque chose comme ça. On va le remettre à l'eau doucement. Hop, c'est reparti. Je vais replacer l'empile, ce qu'on appelle le triple voleur, qui vient se piquer à l'arrière du leurre et qui fait en fait un armement supplémentaire, comme c'est le cas là, comme on vient de le voir, sur des tapes très courtes où ils prennent que l'arrière du leurre. Ça permet de prendre un plus grand nombre de poissons, qu'on n'aurait pas forcément pris en utilisant uniquement l'hameçon simple. Parce que l'hameçon simple est assez court sur la tête plombée pour permettre au leurre de bouger beaucoup, donc d'avoir une bonne mobilité dans l'eau. Raté ? Un peu plus déjà, c'est déjà bien. Donc toi tu ramènes plutôt linéaire canne basse là? Moi je préfère. C'est un peu comme si je pêchais au crank si tu veux quoi. Parce que quand il y a du vent, quand c'est comme ça, ou quand il y a des vagues, ça me permet de ne pas avoir trop de ventre au niveau de la ligne quoi, et de rester un peu plus tendu. Bon, je dérive un peu plus que toi quoi. Et c'est vrai qu'au niveau du ferrage, par contre, je serai un peu moins efficace que toi pour lever la canne quoi. Moi je préfère avoir la canne un petit peu plus haute. Ça me permet éventuellement de la baisser pour que mon leurre suive bien la cassure, tu vois. Ah, moi pour suivre la cassure, toi, je préfère des fois débrayer un petit peu quoi. Et puis laisser redescendre le leurre. Voilà, moi j'essaie de... T'as une nage qui est un peu plus planante en fait que la mienne quoi. Moi j'essaie de jamais abandonner le leurre. Puisque si je l'abandonne, potentiellement je rate des touches. Donc je préfère avoir toujours le contact et accompagner, baisser un peu la canne, la lever pour bien suivre le relief. Bon après c'est vrai qu'avec le casting, l'avantage c'est que tu es toujours en contact, même si tu débrailles un peu le moulinet en gardant le pouce dessus. Et avec la tresse pareil au niveau de la sensation, même le moindre petit toc tu vas le ressentir pour pouvoir ferrer derrière. D'ailleurs, tu vois ce que je te disais, j'étais justement en train de baisser la canne pour suivre le relief du fond. Poisson moyen. Voilà. Alors, comme tout à l'heure. Il est un peu mieux pris que tout à l'heure. Voilà, donc tu vois là, par contre Guillaume il est bien pris sur le simple. Il est bien piqué juste où il faut. On va faire comme ça juste. Tac.
Voilà un petit brochet, alors tu vois il s'est pris un coup là sur le dessus, sur le ventre aussi. Ça peut être un oiseau piscivore mais je pense plus qu'après la fraie là, tu vois il a un gros coup de canine derrière, à la base de soit un gros qui l'a la tapé. nageoire. Je pense que ça c'est des petits mâles et après la fraie ils se font taper un peu par les gros brochets. Bon, tu vois Guillaume là c'est un peu dur, je pense qu'on a des tapes courtes, des brochets un peu suiveurs. Je vais essayer de rehausser un peu le pouvoir attractif de mon leurre en l'aspergeant avec un attractant. Parce qu'on dit toujours que les brochets sont pas trop sensibles à l'attractant, moi je suis pas d'accord. J'ai vu tout ce que je vois dans l'eau claire. Tu vois, dans l'eau claire je peux voir beaucoup de poissons suivre, des fois sans attraper. Et je pense que l'attractant c'est vraiment un plus dans ces circonstances. Attends, je vais me remettre là si tu veux. Piloter. Donc il faut en remettre régulièrement, tu vois. Moi je fais à peu près, on va dire une quinzaine de lancers. Alors, c'est pas un gel, hein, c'est un liquide. Donc c'est vrai qu'il faut quand même en remettre régulièrement. Mais c'est un vrai plus. Je pense que ça améliore la qualité des touches. Tu vois, au moment, ça se joue à une fraction de seconde, mais au moment où le poisson va taper dans le leurre, il a une odeur qui lui plaît, avec laquelle il est familier, etc. Donc ça aide quand même. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup de leurre souple, là, comme le belly que tu utilises maintenant, là, où il y a déjà de la matière en fait, qui est intégrée aussi au plastique en plus. Voilà, alors ce leurre, le Powerbait, c'est vrai qu'il y a des attractants à l'intérieur, dans le matériau, dans le plastique. Donc ça va plus agir lorsque le poisson le prend en bouche, l'écrase, tu vois, le mâche. Et le garde, là, ça va libérer des attractants, tout à fait. Alors que là, on vaporise quand même dessus, donc ça fait comme une traînée de sang dans l'eau si tu préfères. Tu vois, il y a vraiment une trace olfactive, et ça c'est important. Bon, là, on voit vachement l'avantage du moteur électrique en fait avec la commande à pied pour bien arriver à suivre la cassure, parce que ça fait un petit moment qu'on suit le plateau là. On est à quoi, une dizaine de mètres quoi, et on pêche en fait parfaitement le drop qui est juste au bord. Comme tu connais mieux la cassure que moi, je vais te laisser reprendre le moteur sinon. Ouais, si tu veux. On voit que même un jour comme aujourd'hui, où c'est quand même un peu couvert et tout ça, les lunettes polarisantes, c'est quand même vachement pratique en fait pour voir la cassure. Alors c'est plus que pratique, ouais. C'est indispensable parce que ça te permet vraiment de toujours te situer, et de situer cette cassure, cette rupture de fond où les brochets s'embusquent. Puisque sur le plateau, tu n'as pas d'herbe, sur la cassure, tu as des herbes et ensuite tu n'as plus d'herbe. Étant donné qu'ils sont dans les herbes, il faut vraiment bien situer la cassure pour pêcher justement cette partie enherbée. C'est ça qui est important. Et puis les lunettes, de toute façon, il faut toujours en porter parce que tu n'es jamais à l'abri d'un retour de leurre ou quelque chose comme ça. Et dans l'œil, pas bon. Alors tu as vu Guillaume aussi, ce qui est important, c'est de varier les animations. Là, on n'a pas de touche en pêchant linéaire, juste à mouliner. Donc souvent on arrive à déclencher des touches en faisant des animations qui peuvent nous paraître à nous un peu farfelues, mais taper 2-3 coups dans le shad très fort, parfois ça suffit à déclencher la touche. D'ailleurs tu le vois souvent quand tu te prends dans une herbe, tu donnes 2-3 coups secs pour te décrocher, et parfois tu as la touche juste derrière. Donc ça veut dire qu'ils sont là, ils ne sont pas mordeurs, mais juste une animation un peu différente, très saccadée, ça peut suffire à déclencher la touche. Il faut varier. La vitesse aussi, il faut varier la vitesse.
on a tendance à pêcher plutôt lentement, à descendre la cassure, mais tu peux aussi mettre des accélérations très fortes juste au moulinet. Et généralement, les poissons suiveurs, ils ont besoin de quelque chose pour déclencher la touche. Donc ça peut être un coup dans la canne, une accélération au moulinet. Sylvain, là on arrive sur un plateau un peu plus élevé là, avec des herbiers. Là. Je vais essayer de passer au spinnerbait, comme le crank ça n'a rien donné. J'ai vraiment monté un gros modèle là, qui fait 28 grammes pour pêcher bien creux juste au-dessus de l'herbier. Voilà, alors c'est des modèles complètement différents de ceux que tu utilises en rivière. En fait. Ouais, ça n'a rien à voir avec les modèles que j'utilise vraiment pour pêcher tout ce qui est arbre mort, tous les spots encombrés qu'on va utiliser pour pêcher le brochet ou le basse, voire même la perche suivant les modèles. Là ça n'a rien à voir, c'est vraiment un très très gros modèle qui va plonger en fait tout de suite pour aller directement au fond. C'est un peu le même principe qu'au shad, je vais passer au-dessus de l'herbier en ramenant en linéaire très doucement. Et en plus, tu ramènes pas d'herbe, puisque voilà. avec la structure du spinner. Avec la structure du spinner. Donc un peu comme au shad, il faut rajouter aussi un hameçon chance à l'arrière. Là c'est un simple, parce que sur les touches qui peuvent être un peu courtes, comme avec le brochet, c'est pas inutile. Donc l'action de pêche, c'est l'opposé de moi. Moi, je suis plutôt canne haute, à essayer de soutenir mon shad, à faire des pauses pour qu'il coule, et toi, tu ramènes sion vers le bas. Moi, je ramène à sion vers le bas, exactement, pour avoir le maximum de profondeur. Le maximum de profondeur et pêcher le plus creux possible. Pareil, au niveau de l'action de la canne, c'est vraiment différent avec ce que tu as. Moi, c'est une canne qui est beaucoup plus souple, en fait, pour bien amortir le choc à la touche, quoi, et ferrer le poisson sur l'élasticité. D'accord. Parce que moi, à la touche, ça amortit rien. Ça sac. Enfin, t'as vu, j'ai mis un leurre Fire Tiger, donc fluo, avec une tête fluo pour essayer de déclencher l'agressivité. Des fois, quand ça mord pas, ça marche bien. Ouais, je suis repassé avec un pulse là, avec une tête rouge et puis la queue rouge aussi, quoi. Coloris un peu plus naturel, mais ça marche généralement bien dans le brochet, dans les eaux claires, coloris perche. Là, ouais. Ici, c'est vraiment une valeur sûre. Donc le jeu, tu vois, c'est d'essayer de suivre la cassure, mais sans pour autant laisser tomber le leurre au fond trop souvent, parce que tu collectes beaucoup d'herbe avec, étant donné l'armement des leurres, qui est assez conséquent, comme il y a un triple. Donc avec un petit coup d'œil sur le sondeur, là tu vois qu'il y a 8 mètres, on jette dans 3-4 mètres. Donc dans ta tête, tu te fais un peu le profil, et quand tu penses que tu vas toucher le fond, tu redonnes 2-3 tours de moulinet pour essayer de frôler la cassure sans trop racler les herbes. Quand tu rates quelques herbes, tu peux aussi donner des petits coups dans la canne ou sur le côté pour essayer de les décrocher. Voilà, des coups très secs pour les décrocher. Ça peut aussi entraîner l'attaque, comme on a dit tout à l'heure, à ces moments-là. Ouais. On va faire un petit moment là qu'on n'a pas eu de touche. On va peut-être se déplacer, hein, Sylvain. Bah ouais, on est. La pêche c'est vraiment durci. Il faut chercher des zones différentes, peut-être sous un autre vent. On va aller chercher des postes avec une configuration différente en espérant trouver des poissons. On y va? Parti. Allez. Je laisse enlever le moteur électrique. Ouais. I guess. Le moteur? Ouais. Le moteur. On va voir comment ça fait, j'ai jamais pêché. Oh cool, ça va faire une belle cassure. Oui. Parce que là-bas il n'y a pas d'eau. Ah non, là-bas il n'y a pas d'eau. Au niveau de la bouée, là, il n'y a pas trop d'eau.
Ah, c'est bien, ça fait un beau poste. C'est Et là que tu as après eu là, des ça tapes, fait que alors ça faisait. Bah là-bas, j'ai eu une tape là, après là-bas, en fait, D'accord. où je le fais monter. Ok. C'est bien exposé au soleil et tout. Ouais, bah c'est pour ça que je suis venu là au départ. En fait, à chaque pilier, si tu veux, ça fait une avancée, comme une D'accord. petite pointe. D'accord. Et ça plonge pas mal, quoi. Bah, tu vois, je t'ai jamais passé là. Ouais. Correct? Non, non, c'est petit. Allez, il va sauter. Ah, c'est une C'est une perche. perche. Ouh! Excellent. Marrant comme tout ça. Elle est jolie en plus. Non, elle l'a gobé comme une cacahuète. Ah, c'est une jolie perche. Regarde de l'heure. Il est tout au fond. On va essayer d'insister un peu là. Là, on va le pêcher bien méthodiquement tout ça là. Je préfère un stitch de la journée, ça commence à m'énerver cette histoire. Là, je commence. À la perfection. Ça, c'est The Leurre, ça. Oh, ici, t'as mis un 5 inch? Ouais. Putain, quand il a gobé le 5 inch. C'est un truc de malade. Ouais. Je l'avais annoncé. C'était juste Là où j'ai à amorcé. l'endroit où tu as lancé ton leurre et tu l'as perdu. C'est un mini poisson, mais c'est rigolo. Il est microscopique, je crois que c'est le plus petit de la journée. Mais il était où tu avais jeté ton leurre. Trop tard. Ah, c'était marrant l'action. Tu l'as eu? C'est bon. C'est bon, hein? Hein? Il fait bon. Ce matin, il y avait des vagues de 70 cm, des creux de 70 cm, de la pluie, du vent, et là, c'est. On est dans le sud de l'Espagne. Là, il y a une petite tape très courte, mais assez sèche. Je pense pas que c'était un tout petit poisson. Deuxième fois, merde. Ah, il tape mal. Là, on va aller au moins jusqu'au panneau rouge et blanc, je pense, là-bas. À la fin des bouées, minimum. Tu vois, à la fin de la marina, je pense, à la fin des bouées jaunes. Non, c'est ça, Guillaume? Ouais. Au panneau, tu vas te prendre une bouée. Ouais, j'ai vu. Là, celui-là, je l'ai séché net. Putain, c'est bon. Je vais peut-être changer de l'obéi. Encore une fois, il était pris vraiment dans l'hameçon de chance. Tout broché. Toujours pareil. On met bien l'hameçon de chance en place. Attends, je vais juste prendre le cas. Je vais changer de là. Celui-là que t'as? Ouais. Exactement. C'est quand même vachement blanc, quoi. Bah ouais. Dans le blanc, ça marche toujours en eau claire. Hein. Contrairement à ce qu'on pense. C'est une très bonne couleur pour les bras. T'es aussi grand que ça. On vend beaucoup de leurre à droite. Je
pêche à max à perche. Regarde celui-là. Wow, ça c'est un bec. Obligé, tout seul comme ça. Magnifique. Le bel arc de cerf. T'as combien de mètres? 14. J'ai pas de rouge. Hein. Je vais changer mon shad. Donc... Ah, raté. Merde. C'est peut-être pas le moment de le changer. Si je vais le changer. Ah là 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 là, c'est des petits brocs, c'est sûr. Deuxième touche. Ok, bon, je vais changer mon shad. Parce qu'il a quand même pris pas mal de coups de dents et il commence à être vraiment abîmé. Donc il tient beaucoup moins bien sur la tête plombée. Le réalisme est aussi moins bon. Donc pour faire ça, c'est très simple. J'enlève l'hameçon triple. Je retire le shad. Je vais en profiter pour changer de couleur. Celui-ci est mort. Je vais en prendre un autre. J'ai un choix de coloris assez important. Là, je vais essayer du blanc ou alors quelque chose d'un peu plus sombre. Je sais, j'hésite un peu. Allez, on va faire blanc pour commencer. Même dans l'eau claire, le blanc marche souvent très bien sur le brochet. Donc pour le changer, c'est simple. Je prends un point de repère, à peu près savoir en position correcte où va sortir l'hameçon. Voilà, à peu près au milieu du dos. Si je suis pas sûr de moi, même je fais une petite marque avec l'hameçon, tac, dans le dos du shad pour savoir où je dois sortir. De cette manière, il sera bien aligné. Il ne sera pas cintré sur la tête plombée et la nage sera bonne. Donc je fais sortir par le petit trou. Et là, en principe, voilà, je le pousse au bout. Et j'ai un shad qui est bien droit, qui va nager parfaitement, qui est bien dans l'axe. Il va juste me suffire par la suite de planter mon triple à l'endroit où il faut. Mais auparavant, je vais le coller sur la tête plombée. Je vais prendre la glu. L'avantage, c'est que même lorsque je vais rater une touche, mon shad ne va pas reculer sur la tête. Donc il va rester pêchant. Même si je rate le poisson, il va rester en position et lors de la redescente du leurre, je peux très bien avoir le même poisson qui retape. Voilà. Hop, donc je positionne mon triple derrière. Voilà, je regarde à peu près où ça doit rentrer. Je plante mon triple. Tac. Et là j'ai mon shad qui est bien droit, bien aligné, il est collé. Le triple est dans l'axe. Voilà, donc ça, a priori la nage va être optimale. On est prêt là, non? Hein? T'as combien d'eau? 13. D'accord. Là, il y a le vent qui va se relever. Tiens. Ouais. On était bien là, hein? T'as vu? C'était top. C'est bon. Putain, regarde en dessous. Hein? Regarde en dessous. Il y en a des tas. Hein? Ça, je pense qu'il faut bien qu'on s'éloigne et qu'on laisse tomber les feuilles à cette heure. Je mets quoi? Je mets 14. Ouais, ouais, 15. mets-toi un bon 14. T'as vu comme ça tourne vite et que ça se veut lève dire vite? que l'autre côté, il est calme. Oui. Alors peut-être qu'on bouge sur tes spots. Ouais, ouais, ouais. Tendu? Ouais. Pas gros encore. Un petit broc, petit. Tac, allez, partout. Bon. Ça va pas du tout. C'est pas la couleur, c'est l'homme. C'est possible. Non, tu mets dans l'ensemble de côté. Ah, ils sont à 30 mètres les échos. Hein? 30 mètres encore. Ah ouais, c'est pour ça, mais il faut bien se rapprocher. Allez. Oh, regarde, là on remonte à 7 mètres. On va retrouver.
On va bouger, Guillaume, là. Tu sais, on avait repéré sur la carte, on avait repéré un au fond, là, dans le milieu de nulle part. Il doit être assez profond, on ne le voit pas, mais on peut chercher au sondeur. On va aller chercher. Hein, allez, go. Le moteur? Ouais. T'as même pas besoin de ressortir de la zone, hein. T'emmerdes pas, hein, c'est là-bas, hein. C'est derrière. Là tu tires tout droit là. Okay. Je prends quoi comme repère là? Tu tires tout droit légèrement à gauche de la bouée blanche. Et normalement on devrait passer dessus. Vu la carte, ça doit être ça. Bah, elle doit pas être bien loin cette cassure. Hein. T'as vu sur la carte topo du lac, on la voyait bien. Ah, on la voyait bien. J'avais regardé sur internet aussi là, sur le géoportail, ça apparaissait bien quoi. À gauche de la bouée, tu peux y aller. Voilà, donc là on est sur le début du remontant, mais c'est pas exactement la cassure. Hein. Ce qu'on cherche, ça remonte à jusqu'à 5, 6, 8, 10 mètres de fond on va bien commencer maximum. On a toujours les bandes Corrigan qui sont suspendues. A priori, là, tu vois, aux alentours de 15 mètres, c'est vraiment les profondeurs où il y a le plus de poissons. Ouais, 20 mètres. Donc s'il y a des poissons fourrage, il y a aussi du brochet. Voilà, là on est sur le remontant. Sur la pente. Là. Donc, ce qu'il faut essayer, c'est de maintenir une vitesse constante quand même au moteur, parce que ça influence beaucoup ce qui s'affiche à l'écran du sondeur. Il ne faut pas accélérer, décélérer. Et essayer de garder la vitesse constante pour afficher la bonne pente. Donc là on est encore trop profond, on est à 22-23 mètres, mais on se rapproche fortement de la cassure. Donc on va stopper quand on sera dans 16-17 mètres, de manière à l'attaquer d'assez loin. Ouais. D'accord ? D'ailleurs, les poissons qu'on a vus là, dans 15-16 mètres, on retrouve d'autres poissons dans les mêmes profondeurs. Donc il va falloir qu'on essaie quand même de pêcher voilà, autour de 15-17 dans ces eaux-là. En fait, c'est les poissons blancs entre guillemets, parce que les corrigons sont des salmonidés, mais c'est le fourrage qui nous a donné des indications. Stop tout là, on est déjà un peu trop avancé. Voilà, donc là on voit nettement que sur la cassure, on a des poissons qui sont postés. Justement. Voilà, donc c'est ça qu'on va pêcher en se reculant dans les 16-17 mètres et en pêchant ces poissons qui sont aux alentours de 10 mètres d'eau. Donc ce qu'on peut faire auparavant, là on a vu où elle était la cassure, soit on fait un point GPS, ce que cet appareil permet, soit on pose un marqueur, c'est-à-dire une petite bouée avec un plomb. Et puis on va faire un S, essayer de recouper la cassure, et quand on va tomber sur une profondeur similaire à celle à laquelle on a posé le marqueur où on a fait le point, on posera un deuxième marqueur où on fera un deuxième point. Ce qui fait que la ligne entre le marqueur et le point va nous déterminer une ligne de profondeur et la direction de la cassure. Donc on va pouvoir bien la pêcher de manière perpendiculaire avec un leurre qui descend toujours dans le bon sens. Ça évite d'accrocher et ça présente toujours bien le leurre au poisson. On fait ça, on fait un petit cercle et puis on note un deuxième point. Vas-y, grossis à mort. Voilà, un peu moins, voilà, nickel. Donc là on va repasser. Tu peux tourner là, qu'on n'ait pas une... Non, on va y passer. Bon, l'idéal c'est de poser le plus de marqueurs possible ou de faire le plus de points possible pour avoir la courbe la mieux dessinée possible. Mais là déjà avec 2 points on va avoir une bonne information. Donc tu vois c'est plat, hein, ça fait un plateau à 6 mètres. Et puis là voilà, clac, c'est ici que ça casse. On avait fait le point dans 9 mètres à peu près. Donc là on va attendre d'avoir ces profondeurs. Voilà, bon, on peut le faire, ça descend très vite, donc voilà, vas-y, pointe-le. Ok, donc maintenant on va aller se replacer entre nos 2 points. Donc on va aller voir ici, on va aller se replacer par ici dans le milieu. Et on suppose que entre le point 1 et le point 2, c'est à peu près la ligne des 9 mètres. Donc on va essayer de pêcher ça. Il y avait un autre poisson qui était caché à moitié dans l'herbe ici. Alors ça c'est typiquement le genre de poisson qu'on pêche. Il y a de l'herbe entre 5 mètres et 14 mètres, ce qui est la moyenne sur ce lac, et les poissons s'embusquent dedans. Le poisson qui dépassait de l'herbe, c'était probablement un brochet. Voilà. Vas-y, on peut couper là et on va faire du moteur électrique. Parce que là on est dans 20 mètres. Allez.
On va en prendre là, t'as vu, dans les herbes, il y avait des fiches. Ouais. On va tourner à droite, en fait, et on va l'allonger dans ce sens-là. Parfait. Voilà, les 15 mètres. 14, tu vois, l'herbe, elle commence toujours à 14 mètres. C'est un peu curieux, mais il ne faut pas avoir peur de repasser sur les zones, enfin de lancer sur les zones où on est passé avec le moteur thermique. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de navigation. Ouais, et j'ai remarqué que, notamment sur les brochets, ça avait un effet plutôt bénéfique. Ça fait des turbulences, ça trouble un peu, ça fait fuir des petits poissons, donc ça crée une mini-activité, et souvent on prend des brochets derrière les bateaux, ou sur sa trace. Donc là, il ne faut pas hésiter à pêcher doucement. Tu as vu, on a vu des poissons jusqu'à 14-15 mètres. Il faut bien prendre le temps de laisser descendre de l'air profond. On a l'impression qu'on n'anime jamais, enfin du moins qu'on ramène jamais puisqu'il y a une forte pente, mais lui il nage le leurre. Raté. Petite touchette. Ah, c'est petit encore. Ah, il est derrière, regarde. Il était là. Il venait pour le prendre en plus. C'est de ma faute, je vais pas regarder. Si j'avais relâché, il prenait. Ah, tu vois, il n'était pas si petit que ça en fait. Hein. J'ai eu une toute petite touche vraiment très fine, j'ai ferré dans le vide. Et bon, comme il est monté, on l'a vu, c'était pas un petit poisson. Il faut se méfier des touches très fines, très petites. C'est pas toujours les plus petits poissons. Allez, c'est pas grave, c'est mon truc. Il y a 15 mètres. On est peut-être un tout petit peu près. Correct. Hein? C'est correct. Un petit brochet. Allez, décroche-toi. Voilà, parfait. Ouais. Yes. Superbe touche. Ah, franchement, belle touche. Nickel. C'est un peu mieux. Ah, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Un petit peu mieux. Il sonde. Hop là. Ah, j'ai voulu le faire sauter, mais il tire un peu trop dessus. C'est pas grave. Si tu relâches même les 65 maintenant. Là, autant celui d'avant c'était intentionnel, autant celui-là, il m'a échappé. Ça y est, ça va mal. Il y a quelques poissons quand même sur cette cassure, c'est pas si mal. Par rapport à l'activité générale, on est bien. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu, grâce au repérage qu'on a fait avant sur la carte, etc., on a pu trouver une cassure où il y a quelques poissons. Qui sont actifs. Alors que sur les postes plus évidents, on n'a pas forcément eu beaucoup de touches. Donc là, c'est bien, on a l'impression de pêcher un peu mieux nulle part, mais il y a des poissons. Donc le travail qu'on a fait avant porte ses fruits. Ça, c'est joli. Beau poisson. Ouais, un joli poisson. Yes. T'as une pince, Guillaume, s'il te plaît? Ouais. Je te la prenne ou tu le prends? Vas-y, fais voir. Hop, viens par là, pépère.
Allez, approche-toi. Cool. Alors il a tourné un peu. Ça c'est important d'avoir une pince qui tourne, ça évite de trop les abîmer. Et pour enlever l'autre, je vais pas y mettre les doigts. Tu peux me passer une pince? Merci. Oh, tac. Pas l'abîmer. Voilà. Voilà, là on a un beau poisson. Qui est un peu abîmé par la fraie, il lui manque un peu des écailles, etc. C'est un joli fiche. Voilà, belle touche, joli combat. Et beau poisson à la sortie. Allez, on va le remettre à l'eau rapidement. C'est un poisson de 80 à peu près. L'eau est claire, on va bien le voir. Voilà. Un joli petit poisson. On va essayer de le réoxygéner un peu, il va reprendre ses esprits. Voilà, là il a commencé à donner un petit coup de queue. Allez, grand. Allez, on va changer encore. Cette fois, je vais essayer juste des gulp alive. Alors, c'est pas un shad comme un autre. Parce que c'est pas du plastique, contrairement à tous les autres shads. C'est à base d'amidon. Donc c'est des résines solubles dans l'eau. C'est-à-dire que la dispersion des attractants va être beaucoup plus importante que sur n'importe quel autre leurre. Donc c'est un leurre qu'on va pouvoir de temps en temps même recharger dans son petit seau pour qu'il se gorge d'attractants et qu'il en diffuse beaucoup plus dans l'eau. Voilà, donc je le lèche comme les autres. On va faire comme ça. Voilà, le montage est prêt. C'est parti. T'as combien d'eau là? 15. Ouais. Oula, on s'est éloigné là, non? Quelle est la question? Ouais, en fait, elle tourne comme ça, je pense. Faut qu'on la suive, parce que là, on est hyper loin. On est au moins dans 10 mètres, même au plus loin qu'on lance. Regarde monsieur, là, tu le vois? Tu vois ça? Ça va brancher. Bon Sylvain, moi je vais arrêter au shad là, je vais essayer un autre leurre. Hein.
comme on a changé un peu de poste. Bah, tu vois, on est sur un plateau qui tombe à 8 mètres, mais il y a qui est vraiment, ouais, vraiment très plat, donc peut-être le crank, ça peut être bien. Ouais, ce que j'ai fait. Je suis avec un crank, donc en grand plongeur là. Donc l'avantage du crank, c'est que dès qu'il va toucher l'eau, qu'on va commencer à ramener, en fait, il va plonger directement au fond. Et suivant en fait les tailles de bavette et les types de crank, on sait exactement la profondeur à laquelle on va pêcher. Il faut vraiment essayer de lancer le plus loin possible, parce que le crank il va mettre un petit peu de temps quand même à rejoindre sa profondeur de nage. Et après, il suffit juste de ramener en linéaire, tout doucement, et le crank va évoluer. On cherche généralement à évoluer juste au-dessus du tapis d'herbier. Donc il faut prendre un crank qui passe à 1 ou 2 mètres au-dessus du tapis d'herbier. Et les brochets généralement montrent par agressivité taper dans le leurre. Il se ferra généralement à la touche. C'est une pêche qui est un peu plus rapide que celle du shad et qui permet de prospecter de grandes étendues. Quand le poisson est en activité, on rentre plus facilement du poisson et plus rapidement. Donc tu peux pêcher à différentes hauteurs d'eau, mais par exemple s'il n'y a pas d'herbe au fond et si le fond est propre, admettons qu'il y ait 3 mètres d'eau, tu peux très bien prendre un crank qui plonge à 5 mètres. Pour aller taper sur le fond, faire ce qu'on appelle du bottom tapping. Donc en fait on a la grande bavette du crank qui va arriver et qui va taper sur le fond pour faire comme un nuage de sédiments et comme si c'était un petit poisson qui cherchait sa nourriture au fond. Donc ça a tendance aussi à déclencher les attaques. Alors l'avantage du crank, c'est que ça ne s'accroche pas aussi, ou très peu. Pareil, c'est un leurre qui est idéal dans les lacs lorsqu'il y a des obstacles pour passer dans les arbres morts, les gros blocs. Tout ce qui est obstacle, en fait, la bavette va venir taper dessus et le leurre va pivoter soit à gauche, soit à droite et passer sans s'accrocher. Gros poisson. Yes. Ouais, c'est nettement plus gros. Ouais. Attends, moi je dégage le crank là parce que. Attends, c'est peut-être harponné, c'est bizarre. Non, non, c'est un gros poisson. C'est un gros, j'ai dégagé le crank, c'est bon. Ouais, c'est mètre, Ah, ça c'est fait 1 mètre. C'est yes, nickel. Par contre, tu veux que je te le prenne ou tu le prendras? Peu importe, prends la boga s'il te plaît. Il est encore vert. Hein. Non, ça fait pas 1 mètre. On accompagne bien. Éviter de faire des chocs dans la ligne pour pas se faire casser. Il a toutes ses forces encore. Je l'ai piqué pas très loin du bateau, Guillaume, si tu peux l'avoir direct. On va faire comme ça, gentiment, le remonter. C'est pas sûr qu'il ouvre la gueule. Auquel cas, si. Bien, yes. Cool. Extra. Tiens bien. Fais attention de ne pas l'abîmer. Ouais. Bon. Ok, donc nickel, là tu vois, gulp. Je vais t'expliquer le shad gulp. Ouais. Tu vois, ça a fait la différence là. Excellent. Joli poisson. Excellent, il est piqué assez fin, tu vois, dans le triple de queue. Crac. Voilà, t'as 1 mètre? Non. J'en ai un dans ma petite sacoche. Voilà, tu vois, joli poisson. Non, pas là-dedans, Guillaume. Poche dans le sac, dans le gros sac noir, dans une des poches du côté. Tu vois? Voilà, ça c'est un joli poisson du lac. Donc assez trapu, hein. Une grosse tête. Voilà. Il y a 4 kg de muscles. Super combat. Poisson en pleine forme. Allez, une petite mesure rapide et on le rejette à l'eau. Attends. Voilà, là je suis bien devant. T'es bon. T'es à 98. 98. 98 ou 99 ? 98 ?
Voilà, donc un poisson de 98, quasiment 1 mètre. Tu vois, vraiment un joli poisson. Magnifique. Voilà. On voit quand. Ok. Allez, voilà. Allez gros. J'ai rien dit, je crois qu'il repartira pas tout de suite. Parfait. Yes.